Ce qui change avec Internet par rapport à ARPANET, c'est déjà le changement d'échelle, on passe d'une échelle nationale à une échelle internationale, mais surtout, Internet, c'est des milliers de réseaux interconnectés entre eux. Tout d'abord, je vais m'adresser aux connaisseurs des réseaux qui regardent cette vidéo. J'ai pas trop eu le choix, dans un objectif de vulgarisation, j'ai dû faire des simplifications et des raccourcis. Et d'ailleurs, je justifie certaines de ces simplifications dans la description de la vidéo. Gardez en tête que mon objectif c'est de s'adresser aux néophytes, donc on va pas rentrer trop dans les détails. Si malgré tout pendant la vidéo ça ne va pas, vous êtes pris de démangeaison, je vous conseille de faire pause et d'aller voir une vidéo de Bob Ross, j'ai mis le lien dans la description. Mais faites attention parce que ça peut être addictif. Et ensuite vous pouvez revenir et éventuellement lâcher un commentaire, du moment que c'est constructif et bienveillant, j'accepte les critiques, y a pas de souci. Ces précisions étant faites, c'est parti. Voici une représentation simplifiée d'un micro-bout d'Internet. Les couleurs représentent les réseaux appartenant à différentes entités. Les petits boîtiers représentent les box des particuliers, ça c'est des serveurs, et ça c'est des routeurs. Tout l'enjeu ça va être le routage, c'est-à-dire par quel chemin va passer mon paquet pour atteindre son destinataire. Je rappelle pour ceux qui ont oublié la première partie que l'information voyage sous la forme de paquets, et on verra plus loin dans cette vidéo en quoi ça consiste vraiment, un paquet. Première chose, avoir une adresse IP. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Une adresse IP, c'est une adresse, comme toutes les adresses, elle sert à trouver quelque chose. Ce quelque chose, c'est un ordinateur. Les adresses IP sur Internet sont toutes uniques. Normal, s'il y a deux ordinateurs qui auraient la même adresse, ça serait vraiment le gros bordel. Pour éviter les doublons, il y a une autorité qui attribue les adresses IP. l'IANA, l'Internet Assigned Number... L'autorité d'assignation des nombres sur Internet. Désolé, accent de merde. L'IANA file les adresses IP aux réseaux qui ont besoin d'IP publiques, c'est-à-dire d'IP visibles sur Internet. Quand j'envoie un paquet sur Internet, il dispose de deux adresses, celle de départ et celle d'arrivée. Ce qui est à peu près logique, si j'envoie un paquet à un ordinateur, il faut qu'il puisse me répondre. Pour cet exemple, nous allons utiliser les adresses IP V4. C'est une adresse codée sur 32 bits. Elle va de 0.0.0.0 à 255.255.255.255. Ça fait à peu près 4,3 milliards de possibilités. L'IANA a réservé des adresses IP sur Internet qu'on n'a pas le droit d'utiliser, ou alors pour des usages très spécifiques. Par exemple, 192.168.0.0/16 n'est pas utilisable sur Internet. C'est quoi le /16 à la fin ? Ça s'appelle un masque de sous-réseau. C'est relativement facile à comprendre comment ça marche si on connaît un petit peu les bases du binaire. Un masque de sous-réseau désigne une certaine plage d'adresses IP. Pour mieux comprendre comment ça fonctionne, on peut représenter le /16 sous cette forme. À gauche, on a le réseau, et à droite, on a le sous-réseau. Tout est à 0, donc le sous-réseau s'étend de 0.0 à 255.255, ce qui fait un peu plus de 65 000 possibilités. 17.0.0.0/8, par exemple, correspond à une plage qui va de 17.0.0.0 à 17.255.255.255, soit plus de 16 millions de possibilités. Sinon, on va se contenter de dire qu'un masque, ici le /16, nous sert à délimiter une plage d'adresses IP. C'est un bout d'internet, quoi. Bon, plus de 4 milliards d'IP sur Internet. Je veux dire, on est large. Non. On n'est pas large du tout. Les IPv4 sont de plus en plus rares, c'est dû au fait qu'il y a de plus en plus d'ordinateurs de connectés, et c'est dû aussi au fait qu'on a fait beaucoup de gaspillage. Comme on peut le voir sur cette image, le grand carré représente le nombre total d'IP, et les divisions les sous-réseaux. Les couleurs représentent le taux d'utilisation, et comme vous pouvez le voir, il reste quand même pas mal de place. Mais d'un côté, vous avez une partie de la place qui est un espace réservé, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de s'en servir, et de l'autre, le reste appartient à des entités, comme Apple par exemple, qui dispose d'un /8, c'est-à-dire 16 millions d'IP, rien que pour lui, alors qu'il ne s'en sert pas. La solution à ce problème de pénurie d'IP a été de créer l'adresse IP V6, qui elle est codée sur 128 bits. Quoi, tu trouves que ça fait pas beaucoup plus que 32 bits? C'est ça? On a dit qu'une IPv4 était 4 milliards d'IP et des brouettes. Une IPv6, c'est 3,4 x 10 puissance 38 adresses. Pour arriver à épuiser toutes les adresses IPv6, il faudrait connecter sur Internet 667 millions de milliards d'ordinateurs par millimètre carré sur la surface de la Terre. On est large. Cette anecdote vous a été donnée par Wikipédia. Pour revenir à notre schéma, tous les ordinateurs ont des adresses IP, y compris les routeurs. Un routeur, c'est une sorte de machine, c'est une sorte d'ordinateur en plus con, qui fait la liaison entre plusieurs réseaux différents. Son boulot, ça va être de faire du routage, c'est-à-dire de choisir le chemin que va prendre un paquet. C'est un ordinateur en plus con, il est connecté lui aussi sur Internet, il a donc sa propre adresse IP, mais bon, ça c'est pas le plus important. On peut comparer un routeur à un rond-point, qu'un paquet arrive, le routeur vérifie les routes possibles pour ce paquet, et envoie le paquet sur l'une d'entre elles.
Comme je vous l'ai dit, un masque de sous-réseau représente une plage d'adresses IP. Dans ce schéma, par exemple, on a deux sous-réseaux, un petit de seulement 14 IP pour quelques serveurs, et un plus gros de 254 IP. Il n'y a qu'un câble par sous-réseau qui relie le routeur. On passe ensuite par un switch qui est juste représenté par une barre. Le routeur dispose d'une adresse IP pour chacun des sous-réseaux. Pour ce sous-réseau, son adresse est 5.51.192.254. Pour celui-là, c'est 90.41.92.31. Voici comment le routeur voit les choses. Quand un paquet arrive, il regarde dans quelle plage d'IP rentre le paquet. Une fois le bon sous-réseau trouvé, ce dernier est associé à une gateway, une passerelle, qui est l'adresse pour joindre le réseau. Et c'est quoi le masque à zéro ? C'est la route par défaut. Nous avons trois routes différentes. Si un paquet arrive au routeur avec une adresse IP qui ne correspond à aucun des deux premiers masques, alors il est automatiquement renvoyé vers la route par défaut, celle qui vient du haut. Si un paquet arrive par cette route et que le routeur ne trouve aucune autre route, il va le renvoyer. Pour éviter qu'Internet soit saturé de paquets solitaires qui tournent en boucle, ces derniers ont une durée de vie exprimée en nombre de sauts. Si au bout d'un certain nombre de sauts, c'est-à-dire de passage d'un routeur à l'autre, le paquet n'a toujours pas trouvé de destinataire, il est détruit et une erreur est renvoyée à l'expéditeur. Bien sûr, on peut avoir le cas où plusieurs routes sont possibles pour envoyer le paquet au destinataire. Dans ce cas, le routeur va se baser sur un paramètre qu'on appelle la métrique. Il attribue une note à chaque route et envoie ensuite le paquet sur la route qui a la note la moins élevée. Par contre, ne comptez pas sur moi pour vous expliquer comment cette note est attribuée. Il existe plusieurs protocoles qui vont se baser sur le nombre de sauts, le délai, la bande passante, etc. Et je ferai l'impasse aussi sur les méthodes qu'ont les routeurs pour connaître les routes possibles. C'est tout un art à base d'algorithmes velus. Et c'est bien le velu, ça fait penser à velours, c'est doux. On en était où déjà ? Bon, reprenons l'exemple de la route par défaut. Imaginez que vous êtes sur la route et que vous suivez le panneau toute direction à l'infini. Au bout d'un moment, vous avez deux solutions. Soit vous tournez en rond à l'infini, soit vous atteignez l'ultime rond-point, l'ultime croisement où tout converge vers ce point. Bon, bien sûr, il n'y a pas de centre Internet, je pense que vous avez compris à force. Si on prend du recul au niveau macro, les différents réseaux qui forment Internet sont regroupés sous la forme de ce qu'on appelle des AS, pour Autonomous System. L'AS numéro 3215 appartient à Orange, c'est son ensemble de réseaux. Et donc, dans cet ensemble de réseaux, il fait le routage qu'il veut, avec la technologie qu'il veut, ça ne regarde que lui, c'est son problème. Par contre, d'autres Autonomous Systems, d'autres systèmes autonomes, sont interconnectés à celui d'Orange. Et Orange ne peut pas dicter sa loi de routage aux autres, puisque c'est pas chez lui. Les routeurs qui se situent à la bordure de chaque AS utilisent donc un protocole de routage spécifique et commun à tous les systèmes autonomes d'Internet, le BGP. Et c'est ces routeurs qui sont en quelque sorte les ultimes ronds-points, parce que certains d'entre eux connaissent toutes les routes vers leurs semblables. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de route par défaut. Alors accrochez-vous, parce que c'est là qu'on peut avoir une petite idée de la taille d'Internet. Il y a plus de 80 000 AS dans le monde actuellement, et la table de routage BGP dépasse les 700 000 entrées. Qui dit table de routage dit qu'on peut faire une carte, on peut faire une représentation graphique de cette table de routage. Voici une représentation d'Internet en 2015. Ce que vous voyez, ce sont toutes les interconnexions entre les réseaux qui forment Internet. Les couleurs représentent les continents. En rouge, on a l'Asie, en bleu, l'Amérique du Nord, en magenta, l'Amérique du Sud, en jaune, l'Afrique, et en vert, l'Europe. Et désolé pour les daltoniens. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même un sacré gros bordel. Mais dites-vous qu'à chaque fois que vous jouez à un jeu en ligne, ou que vous allez sur un site internet, eh ben, vos paquets passent par un de ces fils, quelque part, dans tout ce bazar. Le blanc représente les backbones, principalement les lignes sous-marines qui relient les continents. Parce qu'il faut bien connecter les continents entre eux, qu'il faut traverser de grandes distances, ce qu'on appelle des backbones sont des lignes à très gros débit. Une sorte d'autoroute en gros qui connecte les réseaux entre eux. Allez, pour voir ce que ça donne, voici la carte des câbles sous-marins. Comme vous pouvez le voir, il y a du monde. Le lien est dans la description. Toutes ces interconnexions se font via des accords commerciaux et représentent des enjeux politiques et économiques importants. Internet, c'est des réseaux qui cohabitent. En France, c'est 1300 systèmes autonomes. Et ils sont pas tous de taille égale, loin de là. Certains ne sont matériellement qu'un seul routeur. C'est donc un énorme bordel de négociations et de rapports de force. C'est pas parce que je peux envoyer un mail gratos en Afrique du Sud que tous les réseaux sur Internet sont dans une sorte de communion mondiale idyllique. C'est pas, mais alors pas du tout le cas. Ok, donc tout ça c'est pour faire passer des paquets. Mais on n'a pas vraiment parlé de ce que c'était les paquets. Et c'est là que devant vos yeux ébahis, je vais sortir ça. Pour être envoyé sous la forme d'un ou plusieurs paquets, un contenu, par exemple une page web, passe par plusieurs étapes, plusieurs couches. Normalement, il y a 7 couches, et en plus, c'est pas exactement ça pour Internet. Mais bon, on va faire simple. Encore une fois, pour les experts qui ont des démangeaisons, il y a toujours la chaîne de Bob Ross dans la description. On va utiliser le mot « contenu » pour désigner tout ce qu'on envoie. Ça peut être une image, ça peut être un fichier, ça peut être un exécutable, ça peut être un chien. Non, on peut pas envoyer un chien sur Internet. Pour une page web, le contenu ressemble à ça.
Une fois lu par un navigateur, ça donne ça. C'est mon nouveau site web. Profitez-en avant qu'il plante pour la 50e fois. L'application, c'est la manière dont on demande, on envoie et on reçoit du contenu, du point de vue du processus applicatif. Dans le cas d'une page web, le processus applicatif, c'est le navigateur. Pour un mail, c'est le client ou le serveur mail. Par exemple, si on demande une page web, le navigateur va envoyer une demande sous cette forme. Il demande le contenu page.html au site exemple.com. Exemple.com qui est un nom de domaine réservé par Liana pour servir d'exemple. Par exemple dans un cours ou dans une vidéo. C'est vachement méta ce que je viens de dire. Le protocole HTTP n'est pas le seul protocole de la couche application, hein. Vous en avez plein d'autres. Vous avez par exemple le FTP qui permet d'envoyer des fichiers, le IMAP qui permet d'envoyer des mails, etc., etc. Pour notre exemple, on va rester sur le protocole HTTP. Donc la première couche, c'est le contenu précédé par l'entête de l'application, ici le HTTP. Ce message va passer par la couche transport, c'est le protocole TCP ou UDP qui s'occupe de préparer le paquet. Si ce qui est envoyé par la couche application est trop gros, il va découper l'information en petits bouts. S'il reçoit des petits bouts, il les recolle ensemble et vérifie qu'aucune information n'a été perdue. Le paquet est prêt, mais il lui faut encore une adresse de départ et une adresse de destination. Ça va être le rôle du protocole IP de se charger de ça. On en a déjà parlé, donc je passe à la suite. La couche accès réseau, je la schématise en disant simplement que c'est le moyen de transport du paquet. Ça peut être de la DSL, de la fibre, du Wi-Fi ou du câble coaxial ou encore autre chose, c'est pas le plus important. La communication avec un autre ordinateur pourrait se visualiser comme ça. Le schéma est important, il est la clé pour comprendre la suite de cette vidéo. Le paquet qui va voyager dans les réseaux va changer. Ici, j'ai mis une couleur différente à chaque fois qu'une couche change. La couche accès réseau change à chaque fois, c'est normal. Un coup on est en Wi-Fi, un coup on est en ADSL, un coup on est en fibre. Bref, c'est juste le moyen de transport du paquet qui change. Les routeurs sont entre deux réseaux. Ils s'occupent de changer la couche accès réseau s'il y a besoin. Au niveau IP, il y a un seul changement. C'est votre box qui fait aussi du NAT. C'est-à-dire qu'elle remplace l'IP privé de votre ordinateur sur le réseau local de la maison par son IP public sur Internet. Ensuite, rien ne change. À chaque passage de routeur, l'IP sert à trouver un chemin. L'ordinateur 2 est un serveur web avec une IP publique que pour lui. Voici donc le chemin que suit le paquet. Quand il arrive à l'ordinateur 2, le paquet fait entre guillemets le trajet inverse, la couche liaison passe le paquet, le protocole IP valide que c'est bien un paquet pour cet ordinateur, le protocole TCP recolle les bouts, vérifie qu'aucune info est perdue, l'envoie à la couche application qui va chercher le contenu demandé. Déjà, merci d'avoir tenu jusque-là, hein. Je sais que pour ceux qui ne connaissent rien en réseau, c'est pas évident à comprendre. Allez, un dernier effort. Quelle conclusion on peut tirer de toutes ces explications? On a vu dans le premier épisode qu'une des bases d'Internet, c'était l'intelligence étant périphérie. Et bien ce schéma achève la démonstration. Tout tient dans ces deux flèches. Les réseaux qui forment Internet ne s'occupent jamais de la couche transport et de la couche application. Ils se contentent juste de transporter les paquets le plus efficacement possible. C'est ce qui fait que quand je suis connecté à un ou plusieurs ordinateurs, je ne vois que ces autres ordinateurs, pas tout le bazar qu'il y a en dessous. Et ça, c'est très important. Physiquement, les paquets voyagent dans des réseaux complexes. Nous, devant notre ordinateur, nous ne voyons que notre destinataire. Et à moins d'utiliser des outils spécifiques, nous ne voyons pas le réseau. C'est assez bizarre à dire, mais Internet est en réalité invisible pour la plupart d'entre nous. Exactement comme le réseau de la poste et les centres de tri sont invisibles quand on envoie du courrier. Ce que nous voyons, ce que nous utilisons, est alors un des moyens de traiter l'information qui nous parvient. Le web, c'est un des moyens d'utiliser Internet. Ces deux flèches montrent que du moment où vous êtes deux à utiliser les mêmes protocoles, vous pouvez créer votre propre mode d'utilisation du réseau. Vous pouvez utiliser aussi un protocole de cryptage particulier ou construire un réseau. Vu qu'il est possible d'envoyer un paquet à un ordinateur sans se soucier du réseau par lequel il passe, il devient possible de créer des réseaux purement virtuels qui n'ont rien à voir avec la topologie physique d'Internet. Un bon exemple pour illustrer ça, c'est le peer-to-peer. Le principe, c'est que tout le monde est à la fois serveur et client. Les serveurs de Facebook sont des ordinateurs connectés sur le réseau, comme le vôtre. Quand nous nous connectons à Facebook, nous établissons une connexion directe avec les serveurs, tout comme des millions d'autres utilisateurs utilisent Facebook. On a donc un réseau centralisé. Dans le peer-to-peer, tout le monde propose du contenu et en reçoit, ce qui fait qu'il n'y a aucun serveur central sur lequel on se connecte, l'information étant dispersée dans une multitude d'ordinateurs. C'est une énorme erreur de réduire le peer-to-peer au piratage. C'est une technique qui englobe plein de technologies différentes, qui vont de Bitcoin jusqu'au BitTorrent, en passant par des programmes scientifiques comme SETI. Internet permet cette souplesse de créer du contenu, de le proposer, de créer ses propres réseaux, de partager de la puissance de calcul, de l'information, des fichiers, etc. Certains de ces usages permettent ou permettront de faciliter des transformations importantes dans la société. C'est pourquoi Internet n'est pas le web c'est un des usages d'Internet, et certains usages n'ont pas encore été inventés. On n'est plus juste des consommateurs de contenu, on est aussi des acteurs qui peuvent produire du contenu. Et après, c'est à vous, et uniquement vous, de voir
quel type d'acteur vous voulez être. Ça ne regarde pas les réseaux pour qui vous êtes juste une adresse IP et des paquets qui circulent. Enfin, ça, c'est malheureusement pas forcément vrai. Internet a été conçu, sans que cela soit explicité vraiment, comme une plateforme neutre qui permet d'acheminer des paquets. Le paquet qui provient de moi ou qui provient de Google est traité de la même manière. C'est ce qu'on appelle le principe de non-discrimination. Cela fait partie du succès d'Internet. Si tous les réseaux sont interconnectés, c'est parce que c'est avant tout une plateforme neutre, où aucun paquet n'est privilégié par rapport aux autres. Alors on pourrait voir ça grosso modo comme une sorte de statu quo, dans lequel tout le monde est traité potentiellement comme tout le monde, ce qui fait que les gens se sont regroupés entre eux, des gros, des petits, etc. et ça fonctionne quand même. Et le problème, c'est que maintenant, ce statu quo est menacé. On peut dire qu'il y a atteinte à la neutralité à partir du moment où le réseau interprète ce qui s'y passe et agit sur le trafic. Que ce soit pour modifier, restreindre ou bloquer les paquets qui circulent. L'usage le plus évident et le plus dangereux, c'est de faire de la censure d'État. L'exemple le plus frappant de censure est le pare-feu de la Chine. Aussi joyeusement nommé le bouclier doré, parce que bon, plus c'est gros, mieux ça passe. La Chine a déployé tout un tas de systèmes pour filtrer Internet à l'intérieur du pays. La méthode classique pour faire du blocage est d'utiliser ce qu'on appelle un DNS menteur. Un DNS, pour Domain Name System, est un ensemble de serveurs qui sert d'annuaire. Ce sont eux qui font le lien entre un domaine et une adresse IP. Par défaut, vous avez en général celui de votre fournisseur. Il est facilement possible, via les DNS, de bloquer l'accès à un site web. Il suffit de renvoyer une erreur si on demande un certain nombre de domaines ou d'afficher un autre site web. Et ça c'est pratique si on veut faire de la pub. DNS menteur, mais aussi un pare-feu. Autrement dit, le réseau chinois ne fait pas que transporter le paquet, il va aussi trifouiller dans les couches du dessus. Il va se baser sur ce qu'on appelle les métadonnées. C'est un ensemble de données qui sont incluses dans les paquets, comme l'adresse IP de l'expéditeur et du destinataire qui pourrait être bloquée, l'heure, le protocole utilisé, le chiffrage et la technologie de chiffrage, mais aussi plein d'autres choses. Mais le système ne s'arrête pas là, et oui, parce que sinon ça serait trop beau. Il peut aussi regarder le contenu dans le paquet, et bloquer la communication si certains mots-clés sont détectés. Bien sûr, tout ce dispositif s'accompagne de joyeuseté, comme mettre en prison les gens trop critiques, etc. Il n'y a malheureusement pas que la Chine qui pratique de la censure, et je vous renvoie à la liste des ennemis d'Internet établie par Reporters sans frontières, lien dans la description. Mais bon, ça c'est des techniques dignes des dictatures, Quand on veut se la jouer fine, on va pas forcément censurer ou attaquer frontalement les gens. Non, on va agir de manière beaucoup plus subtile, on va regarder ce que les gens envoient, on va regarder leurs habitudes, on va regarder leur réseau de connaissances. Pourquoi pas modifier subtilement leur communication? Bien sûr, pour repérer et démanteler des réseaux illégaux, trouver des criminels, mettre à jour une cellule terroriste, les autorités peuvent faire appel à de l'espionnage. Ça devient problématique à partir du moment où on commence à généraliser la surveillance, c'est-à-dire qu'on le fait de manière automatique et sur une bonne partie de la population. Le paquet, c'est la boîte de Pandore. En ouvrant un paquet, on sait beaucoup de choses sur vous, y compris des informations que vous envoyez sans le savoir. Mais aussi, une autre des facilités, c'est que Internet à l'heure actuelle a tendance à se centraliser, avec les géants du web qui centralisent la plupart du trafic. Ce qui fait que les informations sont toutes concentrées à un seul et même endroit. Si on a accès à cet endroit, on peut avoir accès aux données personnelles de pas mal de gens. Depuis l'arrivée des mastodontes comme Google ou Facebook, dont le modèle économique est basé sur la récupération de nos données personnelles, les fournisseurs d'accès à Internet se sont dit qu'ils pouvaient faire plus que transporter nos paquets. L'idée de base, c'est que les fournisseurs d'accès à Internet puissent enregistrer nos habitudes. Par exemple, savoir qu'est-ce qu'on n'aime pas, sur quel site on va, etc. pour ensuite revendre ça à des régies publicitaires. C'est d'ailleurs récemment ce qu'a permis Trump aux États-Unis. En fait, cette idée vient d'une interprétation assez folle de ce qu'est un flux de données sur les réseaux internet. Cet extrait d'un article des Échos est une illustration de la logique qui se met en place. Les opérateurs disposent de données propres, incroyablement stratégiques concernant le comportement des clients, mais celles-ci demeurent relativement inexploitées. L'option la plus simple, la moins risquée et la plus évidente pour les opérateurs de télécommunications est de vendre leurs données à des agences de publicité. Notez bien ici qu'on estime implicitement que les données que vous envoyez sur le réseau ne vous appartiennent pas. Non, ce sont les données de l'opérateur. C'est leur données. Imaginez que votre facteur ouvre toutes les lettres que vous recevez pour en faire des photocopies, c'est exactement pareil. La logique est donc d'éliminer la liberté du client de l'équation en estimant que du moment où le trafic passe par un réseau autonome, c'est à lui, il en fait ce qu'il veut, éliminant de facto toute confiance dans le réseau, mais on s'en fout, ce sont des données incroyablement stratégiques inexploitées. Cette logique inversée mène les gros opérateurs à penser à l'envers, comme on peut le lire au début de l'article. À cela s'ajoute la domination des géants de la Silicon Valley, qui ont contribué à faire des opérateurs de télécommunications des victimes du scénario appelé dumb pipe. Dumb pipe veut dire tuyau con, mais justement, c'est logique. On a vu dans le premier épisode que l'intelligence est en périphérie. Le réseau est con, c'est son but, sa raison d'être. Rompre avec cette idée revient à accepter de régresser à des réseaux restrictifs, sélectifs et espions, limitant de fait la liberté d'expression et au passage l'innovation.
Cette logique, qui consiste donc à confondre un flux de paquets avec une rivière dont le potentiel pognon n'a plus qu'à être correctement exploité, amène d'autres dérives inventives, comme la limitation des débits vers certains services. En gros, le but c'est de limiter l'accès à une plateforme, par exemple YouTube, soit pour forcer l'internaute à aller sur une autre plateforme partenaire, soit pour forcer YouTube à négocier un droit de passage. Payant, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier qu'une atteinte à la neutralité n'implique pas forcément une baisse des débits. C'est un des effets possibles sur le large et inventif éventail des possibilités d'action qu'un réseau peut avoir du moment où la neutralité devient une option à géométrie variable. Comprenez par là qu'entre les débits sélectifs, la collecte massive de données, le favoritisme en faveur de services partenaires ou encore l'interdiction d'utiliser la couche application librement, les possibilités d'atteinte à la neutralité sont nombreuses et sans législation ferme, notamment sur le marché mobile, il est facile de deviner vers quoi on tend. Alors, que faire? Pour contourner au mieux la collecte des données, le chiffrement est un des moyens de protection efficaces. Bon là c'est le sujet d'une vidéo, donc pour l'instant je vous renvoie au guide d'autodéfense numérique et au rapport Prédiction, chiffrement et liberté du Conseil national du numérique, lien dans la description. Mais au-delà de la défense individuelle, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un pays démocratique, et aussi incroyable que cela puisse paraître, il arrive parfois que ça fonctionne. C'est pourquoi faire un petit tour sur le site de la Quadrature du Net est fortement conseillé pour en savoir plus sur la neutralité du net et sur les moyens d'action. Internet est devenu un élément indispensable pour trouver du boulot, pour s'informer, pour innover, pour s'exprimer, enfin bref, pour vivre quoi. C'est pas juste un truc qui sert à acheter des merdes sur Amazon ou regarder des lolcats, c'est un élément qui fait partie de notre démocratie. Et donc, pour la liberté d'expression, et même pour la liberté tout court, Internet doit rester neutre. On ne doit pas en profiter pour espionner massivement la population, et les fournisseurs d'accès à Internet, on les paye pour qu'ils nous fournissent de l'Internet. Et c'est déjà pas mal, ils transportent nos paquets, et j'ai envie de dire, c'est tout. Vous savez, il n'y a pas de sous-métier, c'est déjà bien. Je remercie Jérôme, vraiment, parce qu'il m'a vraiment aidé pour faire cette émission. Il m'a donné des conseils techniques, il m'a donné des conseils, enfin il m'a levé pas mal de doutes, et il m'a éclairci vraiment les idées sur le fonctionnement d'Internet et des réseaux, etc. etc. Et donc, voilà, vraiment merci à toi, tu as été d'une aide très précieuse. Si cette vidéo vous a plu, vraiment, partagez-la, j'en ai vraiment chié pour la faire. Si elle vous a pas plu, eh ben, vous savez quoi faire, pouce rouge, commentaire constructif si possible. Et vraiment, merci. En une semaine, récemment, j'ai pris 15 000 abonnés. Voilà, donc merci aux nouveaux. Voilà, cette chaîne, elle commence à prendre son envol. C'est pas trop tôt, ça commence à décoller. C'est cool. Il va falloir être régulier maintenant. Ouais. La régularité. La régulation. Ah, et puis merde. Allez, salut.